Je voudrais bien sûr tout d'abord commencer par remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à parler donc de choses qui se mangent en pleine digestion. Je voudrais aussi remercier mes étudiants de l'École pratique des hautes études avec qui j'ai eu des discussions très fructueuses sur les textes dont nous allons parler maintenant. Et il va de soi que les erreurs ou les errements de cette communication ne leur sont pas imputables, j'en suis la seule responsable. Et je m'aperçois que j'ai commis une erreur dans mon titre, donc c'est manger un tabou, manger un vol, et pas manger un tabou, manger un serment. En 1931 sort le dernier film de Friedrich Murnau, intitulé Tabou. Tourné dans l'île paradisiaque de Bora Bora, il raconte le destin tragique de Matari, jeune pêcheur de perles amoureux d'une belle vainée que le sorcier a vouée au dieu. Bravant le tabou qui pèse sur la jeune fille, Matari s'enfuit avec elle, mais les deux amants sont bientôt rattrapés par le sorcier, prêts à tout pour faire respecter la volonté divine. La légende veut que le réalisateur ait été maudit en raison des nombreux sacrilèges qu'il avait commis au cours du tournage, lequel fut émaillé d'incidents parfois dramatiques. La mort prématurée de Murnau dans un accident de voiture, 8 jours avant la sortie du film, sembla confirmer la funeste prédication et donna aux spectateurs l'impression troublante de participer eux aussi à une transgression collective en assistant à la projection. Nul ne défie impunément la colère des dieux, comme l'annonce l'affiche du film, et cet avertissement vaut pour toutes les civilisations, y compris celle de la Mésopotamie. Dans les sociétés du Proche-Orient ancien, les rapports entre l'homme et le sacré se manifestent à travers un grand nombre de rites qui, le plus souvent, maintiennent la nécessaire distance entre les mondes profanes et divins, mais organisent parfois aussi leur mise en contact. Ces situations particulièrement dangereuses exposent l'individu à une puissance infiniment supérieure à lui, qu'il ne s'agit pas de braver, mais d'invoquer. Tel est le cas de celui qui prête serment. Il prononce le nom d'un dieu ou d'un roi pour s'engager ou se disculper, afin de garantir la sincérité de sa promesse. Ce faisant, il avale une substance qui activera des effets maléfiques s'il se révèle parjure, mais restera inoffensive s'il a parlé en vérité. Ainsi que l'a montré Dominique Charpin il y a maintenant 15 ans, les Amorites désignent ce procédé par l'expression asakam akalum, manger un tabou, et ses équivalents sémantiques, asakam inapi, nom de personne shakanum, donc placer le tabou dans la bouche de quelqu'un, Nisham akalum, manger un serment, et Sarmesh, nom de roi ou nom divin, akalum ou tamum, manger ou jurer par les herbes d'un dieu ou d'un roi. Pour le moment, on rencontre ces divers énoncés dans les clauses pénales de certains contrats ou dans des lettres qui proviennent de Mari, de Terka, de Shadupoum ou de Sipar. J'espère montrer ici que d'autres occurrences ou des formes équivalentes existent ailleurs en Mésopotamie. La valeur ordalique de ces pratiques ne fait aucun doute. Le patient profère une automalédiction et absorbe en même temps un produit potentiellement destructeur dont l'action ne sera pas forcément immédiate, mais qui frappera à coup sûr le menteur. On comprend dans ces conditions que certains plaideurs renoncent à jurer par crainte de devenir leur propre bourreau. La même idée d'une justice littéralement incorporée est également présente dans la Bible à propos du cas de la femme accusée d'adultère par son mari au livre 5 des Nombres. Cet extrait décrit longuement la procédure qui permettra de confondre ou d'innocenter la femme. Elle est conduite devant le prêtre et elle doit prêter serment, puis ses paroles sont mises par écrit sur un support qui est ensuite dilué dans de l'eau bénite et mélangé à de la poussière du tabernacle. Ces eaux amères que la femme doit boire en présence du prêtre, et peut-être aussi en présence de son mari, déclencheront les signes physiques de sa faute si elle est coupable.
Son ventre gonflera et elle deviendra stérile. Le symptôme a été analysé comme une hydropisie, préfigurant une mort imminente, mais il évoque plutôt par son symbolisme la grossesse illicite que la femme a voulu cacher et pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle aujourd'hui une grossesse nerveuse, suscitée précisément par la peur viscérale d'être enceinte. En tout état de cause, la coupable ne pourra dissimuler son crime, car ce qu'elle a commis en secret sera révélé au sens chimique du terme par les eaux amères. L'ordalie médiévale du pain et du fromage, avatar de l'ordalie de l'Eucharistie, est une lointaine réminiscence de ces pratiques orientales, puisqu'il s'agit d'ingérer des aliments bénis, à l'origine l'hostie, après avoir proféré des paroles rituelles. C'est donc en Mésopotamie qu'il faut chercher les premières illustrations de cette utilisation particulière du sacré dans le droit. Dominique Charpin a complété le dossier amorite avec des parallèles pris dans la documentation de Suse. Il me semble qu'on peut y verser une pièce supplémentaire issue de la période immédiatement antérieure à l'époque amorite, à savoir la troisième dynastie d'Ur. L'expression « manger un tabou » est en effet attestée dans un texte fort difficile et au statut incertain, édité pour la première fois par Jean-Marie Durand sous le titre « Une condamnation à mort à l'époque d'Ur III » et repris depuis par Martha Roth, Herbert Petschow, Klaus Wilke et Bertrand Lafont. À la lumière du sémantisme établi par Dominique Charpin pour le monde acadien, on peut essayer de réévaluer l'interprétation du sumérien Azag Gousset et d'affiner les reconstitutions qui ont été proposées jusqu'ici. D'autre part, il a paru intéressant d'examiner une possible dérivation de cette construction dans la locution acadienne shurkam akalum, manger un vol, qui pourrait désigner non pas le vol consommé, mais la fausse accusation par serment. Ce sont donc ces deux aspects que je voudrais vous soumettre maintenant, en commençant par le premier texte et l'expression « manger un tabou ». Le texte donc est daté de la deuxième année d'Ibicine, donc en 2028 avant Jésus-Christ. Il implique des membres d'une célèbre famille de Nippur, la famille Ur-Mémé, qui exerça continuellement la charge de préfet du temple d'Inanna, dans la ville de Nippur, pendant toute la période de la troisième dynastie d'Ur. Piotr Michalovski a montré récemment que la plupart des grands procès criminels issus de ce qu'on a appelé l'école de droit de Nippur se rapportent à cette lignée de notables puissants qui ont manifestement défrayé la chronique par des scandales familiaux, dont les récits judiciaires, postérieurs de quelques 150 ans, ont conservé la mémoire romancée. L'affaire racontée ici n'est pas une invention, mais un épisode bien réel de la saga familiale concernant la succession de Lugal-Engardu, détenteur de la charge exercée par ses ancêtres, pendant une trentaine d'années. Parmi ses 5 fils, l'aîné, Sheshkala, mourut sans doute à la fin du règne de Shulgi, si bien que la fonction paternelle aurait dû revenir au fils suivant, Lugal-Gishkimzi, présenté dans le texte dont nous allons parler comme l'aîné. L'objet du document est précisément d'expliquer pourquoi Lugal-Gishkimzi a été écarté au profit de son cadet, Lou ou Lugal-Balsaga, qui n'a peut-être pas occupé le poste, ou du moins qui l'a occupé pendant 3 ans seulement, après quoi, d'après les archives du temple d'Inanna, nous savons qu'il a été remplacé par le 4e fils, Sag-Enlil. L'objet du texte est d'exposer les dispositions successorales prises par le père en faveur de Lugal-Balsaga, et c'est l'objet des lignes 26 et suivantes. Mais auparavant, la tablette indique dans les 25 premières lignes la raison de cette initiative. Et c'est ce point qui va nous intéresser ici. 2 procès, séparés d'une quinzaine d'années, sont à l'origine de l'exclusion de Lugal-Gishkimzi. Le premier litige, donc aux lignes 1 à 9, est présenté de manière très elliptique et a fait l'objet de versions diverses. Je reprends ici celle de Klaus Wilke. Lugal-Gishkimzi a volé la parole ou la bouche d'Amarsin. Et donc, en lisant à la ligne 4, le signe K avec la valeur Zur,
voler, plutôt que d'où 11, dire. Voler la bouche du roi ou du dieu, c'est prononcer un faux serment, comme j'espère le montrer tout à l'heure avec l'expression Shurka Makalum. Lugal Gishkimzi a donc proféré un faux serment ou éventuellement un blasphème. Le crime ayant été établi, il est condamné à mort. Il n'est pas certain qu'il y ait ici, comme le pensait Petcho, une application du principe talionique, attesté notamment au Code de Hammurabi, consistant à punir le fol accusateur de la peine encourue par l'accusé. Il faudrait pour cela imaginer que le fils a accusé son père d'un crime grave, passible de mort. L'hypothèse est plausible, mais le laconisme du texte ne le confirme pas. Elle est en général déduite de la référence au pardon paternel, ligne 7, qui conduit le roi à accorder sa grâce au coupable. Mais il y a, comme on va le voir, une autre explication à ce pardon. Le deuxième litige, donc aux lignes 10 à 19, remet en présence les mêmes protagonistes, comme le souligne l'expression « une deuxième fois ». 3 griefs sont énumérés contre le préfet du temple. Avoir mangé le tabou, à la ligne 12, avoir détourné les offrandes royales, ligne 13-15, et avoir détourné certaines offrandes régulières, ligne 16-18. La première infraction est décrite par le sumérien Azag Gousset, qui correspond à l'acadien Asakam Akalum, mais qui n'est attesté que dans ce texte, pour son expression sumérienne. Les commentateurs unanimes l'analysent comme un sacrilège, sur la base précisément de l'équivalent acadien. Klaus Wilke en fait une qualification juridique recouvrant les 2 détournements cités ensuite. Le sacrilège consisterait à avoir consommé les denrées qui étaient destinées au temple, mais la syntaxe paraît soutenir l'hypothèse d'une triple imputation, rythmée par les 3 inimes des lignes 12, 13 et 16. Quant à l'idée d'une faute religieuse, elle est démentie par la nature séculière du tribunal qui est chargé de juger le cas. Les 3 personnages qui composent la juridiction sont le grand vizir, le gouverneur de Nippur et l'administrateur du temple d'Enlil. Aucun, je crois, n'est compétent pour sanctionner un crime portant atteinte au sacré. Pourquoi alors ne pas transposer ici le sens établi par Dominique Charpin pour l'acadien Asakam Akalum, et donc comprendre que l'acte reproché à Lugalen Gardou a un rapport avec le serment. En soi, jurer n'est pas un délit, sauf si l'engagement pris sous serment n'est pas respecté. C'est implicitement le sens des occurrences relevées par Dominique Charpin pour l'époque paléo-babylonienne. Celui qui est dit avoir mangé le tabou du roi ou du dieu est toujours celui qui a rompu sa promesse. Ici, donc, le père serait accusé par son fils de ne pas avoir observé sa parole. Reste à savoir si ce parjure a un lien avec le premier procès. A priori, le temps écoulé entre les 2 affaires, une quinzaine d'années, laisserait penser qu'elles n'ont rien à voir. Mais la mention de l'assesseur, le mashkim, qui est donc Aradmou, présent lors de la première audience, donne au contraire l'impression que le premier incident a eu une suite. On remarquera toutefois qu'il s'agit du grand vizir en personne et qu'il revient non pas pour rappeler la teneur du premier verdict, comme c'est l'usage, mais pour rendre un jugement. Il sort donc de sa mission habituelle de témoin institutionnel pour agir véritablement en tant que juge, probablement à cause du rang élevé de l'accusé et de l'enjeu important du procès. Les mêmes parties sont donc revenues devant la justice, mais pas forcément pour les mêmes faits. La deuxième fois dont il est question ici correspond plutôt à une sorte de casier judiciaire. Un usage parallèle est donné par un procès du corpus scolaire de Nippur dans lequel une femme est accusée de cambriolage, de vol domestique et d'adultère. Et les 3 griefs sont introduits par les adverbes premièrement, deuxièmement, troisièmement. Mais seul le 3e grief est jugé, ce qui laisse supposer que les 2 autres sont rappelés pour mémoire et pour montrer que le dossier de l'accusé est bien chargé. Cet exemple, il est vrai, est paléo-babylonien, mais le scribe de Nippur a pu emprunter ce vocabulaire au texte antérieur néo-sumérien.
Lugal Gishkimzi, donc, revient devant les juges et il accuse son père de faux serments et de fraudes diverses. Il échoue à rapporter la preuve de son accusation et se retrouve donc à nouveau condamné à mort, mais cette fois, il n'est pas pardonné. On ne saura jamais si Lugal Gishkimzi a été victime d'une collusion entre les élites locales, bien décidées à couvrir un dignitaire corrompu, fût-ce au prix de la vie d'un innocent, ou s'il a, au contraire, tenté d'éliminer son père par ambition et cupidité. Si la deuxième hypothèse est la bonne, on pourrait voir dans cette histoire une illustration du pardon pour la première faute, thème récurrent dans les droits du Proche-Orient ancien, développé notamment au paragraphe 168-169 du Code de Hammurabi, à propos du fils rebelle, justement en matière successorale. Le père qui veut déshériter son fils ne peut le faire qu'à la deuxième faute lourde, c'est le paragraphe 169. La première faute lourde, constatée par la juge, doit être pardonnée. C'est précisément ce qu'a fait Lugal Ngardu. Son fils, sans doute jeune et innocent au sens propre du terme, c'est-à-dire incapable de nuire, a commis un parjure ou a proféré un blasphème. Il lui accorde son pardon parce qu'il y est obligé et applique ainsi cette règle de l'indulgence automatique pour la première faute. Mais la deuxième fois, 15 ans plus tard, il n'est plus tenu de se montrer si magnanime face à un adulte, désormais, qui est conscient de ses actes. L'exhérédation est définitive et la sentence est exécutée. L'assesseur Aradmu, le Mashkim, le grand vizir, a conservé la mémoire du premier jugement et a pu établir que Lugal Gishkimzi a déjà bénéficié du pardon paternel. Peut-être a-t-il ajouté que ce fils indigne et mal fondé a dénoncé contre son père un parjure dont lui-même a été reconnu coupable au premier procès. Ce qu'on connaît de la suite de l'histoire confirme l'honnêteté de Lugal Ngardu. Après avoir transmis sa charge, il a coulé des jours paisibles pendant quelques années encore. S'il a jamais avalé un tabou, ce tabou est resté inoffensif, pour autant qu'on puisse en juger dans les sources. Je voudrais maintenant reconsidérer le sens d'une autre forme idiomatique, construite avec le même verbe manger, manger un vol. Cette expression, manger un vol, est attestée dans quelques textes d'époque et de nature diverses. L'occurrence la plus souvent commentée est un procès-verbal paléo-babylonien édité par Lehmans, qui provient sans doute de Sippar, d'après l'onomastique, et qui est daté du début du règne de Samsu-Iluna. Les 12 premières lignes contiennent les noms de 12 ou 13 témoins devant lesquels s'est déroulée une prestation de serment. Le mauvais état du revers de la tablette, qui contient les éléments de fait et les noms des protagonistes, rend très difficile la lecture et la compréhension de l'affaire. En suivant les restitutions de Kraus, on peut donc reconstituer l'histoire ainsi. Une certaine Nidnat quelque chose jure par Nisaba à propos d'un certain nombre de biens. C'est la dernière clause des lignes 20 à 24 qui nous intéresse ici. Pour tout cela, pourquoi elle a juré, si la preuve est rapportée contre elle, un vol contre le dieu et le roi sera mangé. Ce qui est clair ici, c'est que quelqu'un prête serment à la porte du temple. Donc on ne sait pas qui sont les protagonistes, ni sur quoi porte l'affaire. Le mot shurkum, à la ligne 23, fait spontanément penser à une accusation de vol, mais le texte est trop fragmentaire pour confirmer cette hypothèse. La ligne 23 indique que le contenu du serment sera soumis à la preuve contraire pour révéler l'existence éventuelle d'un vol du dieu ou du roi. Par analogie avec le sémantisme de manger un tabou, manger un vol pourrait renvoyer à un serment par ingestion. La déclaration par Nisaba a été accompagnée de l'absorption d'une substance qui se révélera nocive en cas de mensonge. Ainsi que l'a relevé Lehmans, c'est le parjure qui est considéré comme ayant volé la parole divine au royal, ce que soutiennent les parallèles sumériens. D'abord, le paragraphe 28 du Code d'Ornamu, cité par Lehmans, qui qualifie de voleur celui qui a prêté un faux serment, c'est la ligne 37. Il y a aussi le premier procès de Lugal Gishkimzi, dont on vient de parler, qui rappelle dans son énoncé l'exemple de Sippar. Le serment de Lugal Gishkimzi, prononcé en dehors du prétoire,
a été soumis à l'administration de la preuve contraire et s'est révélé faux. Lehmann a souligné à juste titre que la procédure décrite en TLB 1-231 se déroule elle aussi en dehors de tout procès. Les témoins énumérés au début du texte enregistrent le serment prêté par une femme à propos de la propriété disputée de certains biens. Si par la suite sa déposition se révèle fallacieuse au cours d'un véritable procès, un vol du dieu ou du roi sera mangé, car celle qui a juré s'est appropriée à tort des qualités supérieures dont elle se révèle indigne. Outre la sanction que prononcera la Cour pour ce parjure, elle sera soumise à une justice immanente et ne pourra empêcher le mal de se répandre dans son corps. Une autre occurrence de l'expression « manger un vol » figure dans une lettre de l'époque de Hammurabi, ABB 10-192, à propos d'une affaire compliquée d'escroquerie portant sur des agneaux expédiés à la place de moutons. L'expéditrice de la lettre termine en disant, ce sont les lignes 22 à 26, « Si, sans le savoir, j'ai pris les agneaux en me trompant, qu'il mange le vol pour moi. Si c'est lui qui s'est trompé et qu'il a parlé sans savoir, que je mange le vol pour lui. » Le masculin qui est noté aux lignes 24 et 26 est déconcertant, car dans toute cette histoire, il n'y a pas d'homme. Il n'y a que des religieuses naditum, manifestement, de Sipar. Donc peut-être qu'il y a ici un exemple de l'emploi indifférencié du masculin pour le féminin. Contextuellement, la traduction idiomatique de shurkam akalum par consommer un vol, donc voler, pourrait être recevable car les faits décrits dans la lettre s'apparentent en effet à une forme d'escroquerie. Mais la construction inusitée de akalum avec un double accusatif conduirait alors à une traduction absurde. Si je me suis trompé, qu'il me vole, ou bien s'il s'est trompé, que je le vole. Krauss, qui a édité ce texte, suggère donc qu'il s'agisse d'une accusation de vol. Mais la phrase insiste bien justement sur l'absence d'intention frauduleuse. Sans intention coupable, l'infraction ne peut être qualifiée vol. En fait, l'expéditrice de la lettre propose dans ce passage de vérifier sa bonne foi et celle de son opposante par un serment. La phrase sonne comme une sorte de provocation, un défi juré consistant à évaluer la véracité d'une déclaration par le serment de l'adversaire. Il faut être bien sûr de soi pour absorber une matière potentiellement maléfique et risquer de subir les effets d'une accusation calomnieuse. Ici, comme dans le texte précédent, le mot « vol » désigne de manière métonymique le support du serment. La substance avalée sera dangereuse si le sujet n'est pas sincère et révélera l'usurpation, le vol, de l'identité divine ou royale. L'enjeu de la procédure n'est pas d'établir directement les faits, mais de dire qui a menti. C'est une sorte de duel irrationnel qui souligne la dimension ordalique du serment. Ce qui est ingéré sert de test pour déterminer la pureté du jureur, qui engage ainsi sa propre personne indéfiniment et montre de cette manière la vigueur de sa conviction. Ce procédé est aussi une manière d'obliger le tribunal à se saisir d'une affaire si la véracité des paroles est démentie postérieurement. Dans le système accusatoire mésopotamien, qui requiert en principe une dénonciation pour actionner le juge, le procédé sert de mode d'introduction de l'instance quasi automatique. Le serment extrajudiciaire, celui qui est prononcé en dehors du procès, peut être dénoncé au cours d'un procès par un tiers et infirmé par des preuves contraires produites à l'audience. Ce serment extrajudiciaire n'a donc pas la valeur absolue du serment purgatoire administré par l'autorité publique. Manger le vol, comme manger le tabou, c'est donc accepter de prononcer un serment qui restera comme une arme perpétuelle contre soi. Sous le bénéfice de cette analyse, on pourra relire un passage du recueil d'incantations Shurpu, où il est question du serment concernant le fait de manger la viande du vol. La tablette 3, dont provient cet extrait, est adressée à Marduk et contient la liste de tous les serments dont le dieu, spécialiste de la magie, doit écarter les effets néfastes.
Plutôt qu'une allusion à la consommation de viande volée, la clause pourrait renvoyer au serment prononcé en avalant de la viande. On notera avec intérêt que les prescriptions de la tablette 3 de Chourpoux sont accomplies quand le sujet ignore ce qu'il a fait pour offenser les dieux. Les serments qui sont énumérés ont été prononcés de bonne foi, mais les forces occultes qui leur sont associées pourraient néanmoins se libérer plus tard et affecter le patient sans être maîtrisé. On voit par là que le fait de jurer n'est jamais anodin, même pour celui qui a la conscience tranquille. Dans la même perspective, on peut reconsidérer la traduction de l'une des sentences réunies dans les instructions de Chouroupak. Dans cet extrait, plutôt que de ne pas manger une chose volée avec un voleur, le père recommande à son fils de ne pas prêter serment avec un parjure. Et il y a sans doute ici une allusion aux manœuvres visant à piéger un jeune homme inexpérimenté qui se laisserait entraîner dans un procès par la provocation d'un individu malhonnête. Pour être tout à fait complet sur ce sujet des choses qui se mangent, il aurait fallu investiguer une autre expression parallèle à celle qu'on vient d'examiner, kartsi à kaloum, manger une calomnie. Mais après tout ce que je viens d'essayer de vous faire avaler, je craindrais de provoquer une indigestion et je renvoie donc cette étude à une prochaine communication. Je vous remercie.